l'antenne et il s'agit... Attention François, générique, c'est parti. Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre Question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de l'RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées, excusez-moi. Voilà, on me confirme d'ailleurs à l'instant par téléphone que des événements de la plus haute importance se déroulent. Nous allons retrouver tout de suite en direct Frédéric Gersdorff. Il est aux abords du Palais Royal en plein cœur de Bruxelles. Frédéric, que se passe-t-il pour l'instant ? Eh bien, François, c'est un véritable coup de tonnerre ici au Palais Royal. Il se murmure, c'est encore seulement un murmure, mais qu'Albert II projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner suite à ce dont vous avez parlé, à savoir cette décision que le Parlement flamand prendrait de façon imminente, une décision avec laquelle le roi Albert II est en total désaccord. Présager une crise majeure ce soir et dans les jours qui viennent au sommet de l'État. Oui, effectivement, François, une crise majeure, mais pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, je vous propose de regarder ces quelques images que nous avons tournées à la sauvette cet après-midi. Première image, celle de Guy Verhofstadt qui se rend chez le roi. Alors c'est une réunion qui n'était absolument pas prévue, ni dans l'agenda du Premier ministre, ni dans l'agenda du roi. C'est véritablement une consultation exceptionnelle. Deuxième image, nous avons vu Joël Milquet qui sortait du palais, aucun commentaire. La seule chose qu'on a pu voir, donc, c'est qu'elle a bien rencontré le roi. Ce fut un balai incessant de voitures durant toute l'après-midi. Alors le roi lui-même est sorti du palais, c'était en toute fin d'après-midi. Aucun commentaire, mais là c'est une habitude. On a vu le roi donc qui était sur le siège conducteur à l'arrière. Il y avait un militaire qui était là. Quelle direction a pris cette voiture on ne le sait pas. De façon très symbolique, le drapeau belge a baissé pavillon donc du Palais Royal. Encore une autre chose que nous avons pu voir, ce sont des images qui sans doute viennent d'arriver à l'RTBF. Elles ont été tournées il y a quelques minutes. C'est à l'aéroport de Melsbroek où on a vu effectivement le roi, la reine et toute une série de proches, des militaires qui étaient présents sur le tarmac. Ils allaient donc grimper dans un avion de la Défense nationale. Alors quelle destination a pris effectivement cet avion? Ça, on ne sait pas le dire aujourd'hui. On peut donc affirmer à ce moment de la soirée que le roi a donc bien quitté le pays. Alors le roi a quitté le pays, ça effectivement on peut le dire. Donc, vers quelle destination, ça je ne sais absolument pas vous le dire à l'heure qu'il est. Et la raison précise, ça je ne peux pas vous le préciser également. On essaiera d'en savoir plus, bien sûr, Frédéric. Et puis donc la décision du roi ressemble bien évidemment à un coup de colère, une décision qui fait suite à ce que le Parlement flamand souhaite aujourd'hui. Mais que souhaite-t-il exactement? On va avoir plus de détails à l'instant même avec Christophe de Borsu. Christophe, que se passe-t-il au Parlement flamand? François, je me trouve devant la façade du Parlement flamand et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons confirmation depuis quelques instants. Les parlementaires réunis ici viennent de décider à une écrasante majorité, semble-t-il, l'indépendance de la Flandre, l'indépendance pour tout de suite. Vous le voyez et vous l'entendez derrière moi, une première manifestation s'organise à l'instant et donc on a entendu également il y a quelques minutes des exclamations, des hurrahs venant de l'Assemblée. Sans doute était-ce le moment où le vote a eu lieu, mais donc on ose à peine le croire, François, à l'instant où je vous parle, la Belgique a cessé d'exister. Justement, Christophe, tout a été orchestré pour que cette session flamande se déroule en fait sans la moindre publicité extérieure. Effectivement, la porte est complètement fermée et vous l'imaginez bien, pour une télévision francophone, c'est absolument impossible d'entrer pour l'instant, donc pas d'image. Ce qu'on sait, cela dit, c'est que l'Assemblée vient de voter également une constitution flamande qui aurait été depuis un certain temps en préparation. Autre chose, des dispositions transitoires seraient également approuvées en ce qui concerne le passage de l'ancienne Belgique, peut-on déjà dire maintenant, à cette Flandre indépendante. Des émissaires, il y a eu beaucoup de mouvements, des émissaires viennent de partir. Un émissaire a
paraît-il, pris la direction de l'Union européenne. Vous savez qu'un sommet des chefs d'État a lieu demain. Le mouvement n'est donc sans doute pas choisi au hasard. Un sommet dont on peut imaginer qu'il sera complètement dominé par ce qui se passe ici à l'instant même. D'autres émissaires seraient partis vers les ambassades, très nombreuses ici à Bruxelles, pour avertir les pays étrangers de ce qui arrive. Et puis, je reçois confirmation à l'instant. Nous avons une première réaction, une réaction qui nous vient du Sénat, ici un peu plus loin, avec une réaction de Jean-Marie De Decker, sénateur flamand s'il en est, ex-VLD, ex-NVA. Monsieur De Decker, qui est un indépendantiste flamand très connu, bien sûr, et dont je vais découvrir la réaction avec vous. Voici. Eh bien, c'est mon rêve ultime d'homme politique qui s'est réalisé aujourd'hui. Cette journée devient la nouvelle fête nationale pour la Flandre, car nous avons enfin une démocratie. Nous vivions dans une sorte de mariage de raison. Nous sommes maintenant délivrés des Saxe-Cobourg, dont nous subissions la mainmise sur la base de l'hérédité. C'est vraiment une journée fantastique aujourd'hui. Oui, ces décisions d'indépendance de la Flandre est bien sûr un événement que nous allons commenter avec pas mal d'invités en direct avec nos envoyés spéciaux. Vous l'avez vu, on retrouve Christophe de Borsu, aussi avec Alain Gerlache qui arrive à l'instant sur ce plateau, directeur de la télévision. Il connaît bien le monde politique en Flandre, mais on me signale déjà que vous, téléspectateurs, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Vous souhaitez plus de détails, on peut le constater. Vous pouvez appeler maintenant notre centre d'appel au 070 22 20 22. Vous pouvez l'appeler tout au long de la soirée, peut-être même en début de nuit, puisque nous ne savons pas quand cette émission spéciale prendra fin, tant les événements sont importants. Vous l'avez entendu avec Christophe de Borsu en direct, l'indépendance de la Flandre a donc été décidée par les Flamands seuls. À l'heure qu'il est, la situation paraît calme dans le pays. Beaucoup de monde, évidemment, ignore encore la nouvelle, mais déjà Anvers, de nombreuses personnes manifestent leur joie. Je découvre ces images en même temps que vous, un reportage de Bruno Clément. Une foule imposante s'est réunie sur la grande place d'Anvers pour fêter ce soir l'événement, tandis que les Flamands les plus nationalistes se sont eux donné rendez-vous au Sportpaleis pour une cérémonie fastueuse en chansons et en drapeaux qui rappelle le décorum d'une époque qu'on pensait révolue. La Belgique, c'était une composition artificielle. Je pense que d'autres peuples pourront bénéficier de cet événement. Nous pourrons faire nos propres choix tout en étant solidaires avec nos voisins. Je pense à notre pays voisin, la Wallonie, avec tout le respect que j'ai pour la Wallonie. Salutations à ceux de la Wallonie, parce que la Wallonie, ça n'existe pas. C'est un terme inventé par un journaliste, je crois, liégeois. Donc, il faut dire les Ardennais. Les Ardennais et les Flamands s'entendent très bien. De Basque en Occitan, Elsasser, Catalaan, Corsicaan, Breton, gaan het ook doen. Zo komt de nieuwe tijd non te tu. Alors comment réagit-on du côté wallon, puisque contrairement à ce qu'affirme dans le reportage que l'on vient de voir un nationaliste flamand, la Wallonie existe bel et bien. Daniel Velter, vous êtes en direct au Parlement wallon. Quelles sont les premières réactions? Daniel, vous m'entendez? Eh bien écoutez François, il règne une atmosphère assez étrange ici à Namur. Vous le voyez, derrière moi, il n'y a personne. Le Parlement wallon est désert. Les parlementaires wallons sont dans la nature. On peut déjà dire qu'à cette heure, il n'y a pas de majorité politique wallonne pour déclarer l'indépendance de la Wallonie. Alors selon nos informations, le gouvernement de la communauté française et de la région wallonne se réunirait en urgence d'ici quelques minutes au château de la Hulle pour discuter de tout ce qui se passe au nord du pays. À Namur, il reste José Appart, le président du Parlement wallon. Nous avons pu le rencontrer il y a quelques minutes dans son bureau. Oui. Oui, mais il fallait s'y attendre. Enfin, il nous reste l'Europe. De toute façon, on n'a pas cessé à battre. Allez, à tout à l'heure, je t'attends. Voilà. Je vais l'apprendre que la Flandre fait sécession. Ils ont décidé
de créer leur État. C'était dans l'air, on se doutait depuis quelques jours, il y avait des rumeurs, on ne savait pas quand. Ils ont décidé que ce serait déjà pour cette année, je croyais, pour ma part, qu'ils attendraient plutôt les élections législatives de 2007, que progressivement ils attendent de voir le résultat des élections, notamment du Vlaamse Blok et du CD&V, mais ils ont décidé d'aller plus vite. C'est leur choix. Voilà, avec moi en studio Alain Gerlache. Alain, vous êtes directeur à la télévision, à la RTBF. Cette décision qu'a prise la Flandre de devenir indépendante a quelque chose de subi et par la force des choses, quelque chose d'étonnant. Oui, ce qui frappe, c'est que nous sommes évidemment dans une situation qui est complètement inédite, en rupture complète avec ce qu'on a connu jusqu'à présent dans l'histoire de la Belgique, tant sur la forme que sur le fond. Parce qu'avec cette déclaration d'indépendance de la Flandre, eh bien, on sort du flou habituel qui entourait les négociations belgo-belges avec les mots autonomie ou confédéralisme. Et en sortant de ce flou, eh bien, on n'a plus la possibilité de trouver un accord entre francophones et flamands parce que c'était ça, ce flou qui permettait justement de trouver cet accord. Cette fois-ci, il n'y a plus d'espace de compromis. C'est la rupture, non seulement avec les francophones, mais aussi avec la Belgique. On sort du cadre légal belge et donc on entre dans l'inconnu, dans l'aventure. Et personne ne peut, à l'heure qu'il est, mesurer toutes les conséquences de cela. Politique, bien sûr, économique, sociale, mais aussi très pratique pour les citoyens. Alors, bien sûr, tout au long de cette émission spéciale, on va essayer avec vous d'analyser ces conséquences. Mais ce qui frappe aussi ce soir, c'est qu'il s'agit en fait d'une décision purement et simplement unilatérale. Oui. Cette rupture, elle est vraiment d'un caractère particulier et c'est ça qui fait le caractère exceptionnel des heures que nous vivons. Que la classe dirigeante flamande soit plutôt indépendantiste, que ce soit de manière feutrée ou explicite, pour reprendre l'expression qui avait été utilisée par Albert II, on le sait, ce n'est pas neuf. Mais ce qui est décisif ce soir, c'est le passage à l'acte. Alors, quel passage à l'acte? Pas lors d'un grand congrès annoncé de longue date avec les parlementaires flamands en habit de cérémonie, non, à huis clos, nuitamment, un petit peu comme si ces parlementaires avaient honte de leurs gestes ou étaient même un peu effrayés par leur propre audace. Finalement, ce coup de force est aussi un signe de faiblesse. Justement, pourquoi maintenant? Pourquoi ce soir? Alors que tout le monde sait qu'il y aura une discussion sur l'avenir institutionnel du pays, justement après les élections de 2007, élections législatives. Alors, à chaud, c'est évidemment toujours difficile à dire, mais on peut avancer l'hypothèse que les éléments radicaux du mouvement flamand sont parvenus à convaincre les modérés qu'il ne fallait plus rien attendre de ces fameuses négociations avec les francophones. Parce que tant que les francophones étaient eux aussi demandeurs, il y avait de la place pour un donnant-donnant. Mais maintenant que les francophones ne demandent plus rien, ils sont paradoxalement en position de force. Et l'on peut imaginer que les Flamands se sont dit devoir encore payer pour obtenir 3 fois rien. Eh bien, il y en a marre. Alors, vous ajoutez les affaires en Wallonie qui ont contribué à détériorer l'image de cette région en Flandre. Les événements récents aussi dans les milieux nationalistes flamands, les psychodrames à la NVA autour de Decker, et puis un petit parfum de scandale princier, et vous avez tous les ingrédients d'une fuite en avant. Alain, ce soir, on peut le dire, c'est la fin de l'État belgique. C'est en tout cas un saut dans l'inconnu. Merci Alain, on poursuivra bien sûr l'analyse tout au long de cette émission. La décision de la Flandre d'être indépendante va poser pas mal de problèmes d'organisation dans le pays et même de désorganisation. Une de nos équipes vient de revenir de reportage. À l'instant, des trams sont déjà, bloqués parce que leur trajet quitte le territoire francophone. Ils sont donc arrêtés aux frontières de la Flandre indépendante ce soir. Votre attention, mesdames et messieurs. Ce soir, suite à une décision du Parlement flamand, les trams de la STIP ne peuvent plus desservir la région flamande. Un bus de la compagnie Zelen vous attend et il vous conduira à votre destination. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Merci. Uw aandacht, dames en heren. Deze avond door een beslissing van het Vlaamse parlement zullen de tram van de NIVB u niet meer tot het Vlaams geweest kunnen voeren. Complètement malade. C'est vraiment n'importe quoi, franchement, ce pays. Et nous qui avons les abonnements de la STIP, qu'est-ce qu'on fait avec le bus de la... Ah oui, c'est vrai, on est censé payer là. Bien. Mais on vit dans combien de pays? On vit dans combien de pays? Voilà,
Voilà, reportage à chaud. Frédéric Gersdorf, vous êtes toujours dans les alentours du Palais Royal, au centre de Bruxelles. Est-ce qu'il y a du neuf après cette déclaration d'indépendance de la Flandre? Il y a énormément d'animations, vous l'imaginez. Si vous regardez derrière moi, il y a déjà toute une série de manifestants pro-Belgique qui crient « Vive le roi !» Vive le roi. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer la Brabançonne sur son harmonica. Ils ont mis extrêmement peu de temps à venir ici. Alors, il faut bien se rendre compte que ici, je suis au Palais Royal. De l'autre côté du parc, il y a le Parlement, le 16 rue de la Loi, la résidence du Premier ministre, le Lambermont. Il y a aussi le centre de crise. On est véritablement au centre du pouvoir, au centre de l'État belgique. Il y a énormément de gens qui viennent de plus en plus. On voit toute une série de voitures. Les gens se parquent un petit peu partout. C'est assez impressionnant, je dois vous l'avouer. Ce que je peux vous dire comme information supplémentaire, c'est qu'au centre de crise, donc qui est juste situé à 100 mètres ici de l'autre côté du parc, eh bien le gouvernement est actuellement au Conseil des ministres extraordinaire. Le gouvernement qui est en train d'essayer de voir de quelle façon réagir, de quelle façon contenir les élans de la population et aussi de prendre une réaction politique. Et à ce niveau-là, il y a pas mal de blocages, des blocages, vous l'imaginez bien, entre l'aile francophone et l'aile néerlandophone du gouvernement. On vient de me confirmer il y a quelques secondes que le gouvernement devrait rapidement sortir un communiqué dans lequel il devrait prendre position par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Alors l'objectif, ce serait véritablement de lancer un appel au calme à la population, dire à la population de rester chez elle. Le but, c'est d'éviter au maximum les mouvements de violence. Et l'autre élément de ce communiqué, ce sera aussi de dire au Parlement flamand que le gouvernement fédéral aurait aimé être au moins consulté par rapport à cette décision importantissime. Merci Frédéric, et bien sûr vous intervenez tout au long de cette édition spéciale. Les déclarations officielles vont sans aucun doute se succéder ce soir. En attendant, je vous propose un premier reportage sur les causes de cette indépendance flamande. Ici à la rédaction, nous avons quelque peu anticipé l'événement de ce soir en pensant aux échéances électorales de 2007. Des reportages sont pour l'instant en cours de montage, d'autres sont terminés. Le premier concerne justement l'importance et l'influence politique du courant nationaliste flamand mal connu chez nous en Wallonie et à Bruxelles. Tout de suite, un reportage inédit, exclusif. Pierre Marlet a pu assister à un étonnant repas qui s'est tenu à Anvers en juin dernier. Ils sont tous là, intellectuels, militants, représentants politiques de la droite et de l'extrême droite nationaliste flamande, réunis tous autour de cet homme, Rudy van der Pal, cofondateur de la Volksunie, éminence grise et grand argentier des nationalistes flamands. Dans ce restaurant chic d'Anvers, qu'il fréquente souvent, les rivalités électorales et personnelles sont restées au vestiaire. Cette élite est d'accord sur une chose, l'indépendance de la Flandre. C'est l'électron libre du nationalisme flamand, Jean-Marie de Decker, il serre ici la main de Philippe de Winter, patron du Vlaams-Belang, qui ouvre le bal de l'argumentaire séparatiste. Nous ne regardons plus depuis longtemps la télévision wallonne, nous ne connaissons pas de journalistes de la RTBF, nous ne lisons pas de journaux wallons, et c'est en effet exact de dire que nous avons le sentiment de vivre dans une Flandre indépendante, parce qu'on ne fait rien de l'autre côté de la frontière linguistique, sauf y passer ses vacances. Autre poids lourd de la droite nationaliste, Bart de Wever, président du NVA, l'allié des socio-chrétiens flamands. La disparité démocratique est absolue. La Belgique n'est plus une démocratie, mais la somme de deux démocraties qui possèdent leur propre réalité socio-économique et culturelle, leur propre paysage politique et leur propre opinion publique qui est complètement divisée. Yvan Mertens, l'homme des drapeaux flamands visibles sur les grandes courses cyclistes, dresse un constat encore plus cruel. La Wallonie s'enfonce dans le rouge. En fait, il y a un génocide culturel et économique en Wallonie. C'est un mot dur, mais en fait, c'est la réalité. On donne juste assez de moyens à la population pour survivre et ne pas se révolter. La Wallonie décline, ainsi que sa mentalité, et j'appelle cela le génocide culturel. J'y associe l'aspect économique parce que l'économie régresse. Les transferts de la Flandre vers la Wallonie fonctionnent comme une véritable drogue. La Wallonie se complaît dans une sorte d'assistance économique. Une sorte de féodalité rouge qui surgit péniblement à la surface avec les scandales du PS.
La révélation d'un certain nombre de scandales dont le PS est responsable stimule l'envie d'indépendance chez un certain nombre de Flamands. Et surtout à la rapide ascension de l'État flamand. Voilà, pas étonnant. Les déclarations se succèdent aux déclarations. Retour à l'actualité chaude. Herman De Croo, président de la Chambre fédérale, qui rentre d'un voyage à l'étranger, vient de réagir officiellement à la décision unilatérale, je vous le rappelle, du Parlement flamand de prendre son indépendance. On l'écoute. Première chose, ma première réaction, le Parlement flamand, ni bruxellois ni wallon, n'est compétent. Les modifications aux structures de l'État doivent se faire par révision de la Constitution. Celle-ci n'est possible que dans le Parlement fédéral. Ceci n'est pas réaliste et vraiment nocif à la réputation de la Belgique d'une part et celle de Bruxelles. Vous savez, à Bruxelles, avec tout ce qu'il y a d'international faramineux dans la capitale et dans les environs, c'est à peu près 1 milliard d'anciens francs belges par jour que ça rapporte au pays et ça foutra le camp, si je puis dire, à Budapest, à Prague, à Vienne. Je ne vois pas que des parlementaires raisonnables, élus pour autre chose, se mettent de plein pied dans l'illégalité. Et bien sûr, n'hésitez pas à appeler notre centre d'appel si vous souhaitez plus de renseignements sur cette indépendance de la Flandre. Notre numéro, le 070 22 20 22. Je répète, 070 22 20 22. En attendant d'autres réactions, je vous propose de découvrir ce reportage. Il a été réalisé il y a quelques mois. Il est consacré au mouvement nationaliste en Wallonie, à Bruxelles. Une poignée de ses militants se réunit traditionnellement à Waterloo. Cette manifestation est organisée par Wallonie Libre, un mouvement issu de la résistance à l'occupant nazi. Michel Lucorne. Chaque année, ce que la Wallonie et Bruxelles comptent d'indépendantistes wallons et de rattachistes à la France se réunit symboliquement au monument de l'aigle blessé de Waterloo, à l'instigation du mouvement Wallonie Libre. Nous, c'est Wallonie Libre, c'est tout, nous l'avons créé en 65. Oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce jour-là, les propos à l'égard des Flamands furent pour le moins inamicaux et prémonitoires. Nous n'avons jamais dit que les Flamands étaient une race inférieure. Or, eux le font, parce que la Flandre est dirigée par les SS. Nous sommes des gens à rejeter, nous sommes à peut-être crématiser. On va nous mettre dans les crématoriums. Hein. Il faut secouer ce cocotier. Il faut les écœurer. Vive la Wallonie! Vive la Wallonie! Et vive la France! Et vive la France! Et notre liberté dans la France! Pour Wallonie Libre, le gel de la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde est une première victoire francophone face aux appétits flamands. Bruxelles-Alvilvoorde, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'accepteront pas, donc ils se vengeront. Et un jour ou l'autre, ça va sur un détail, mais ça va. C'est fini. Nous comptons vraiment sur la Flandre, nous comptons sur nos best brides pour avoir notre indépendance, parce que c'est eux qui vont nous la donner. Voilà, on fait pire, bien soir. C'est bien de faux, mais ça me fait rire. Un mot, Alain Gerlache, sur la déclaration du président de la Chambre qu'on a entendu il y a quelques instants et aussi sur la différence justement de représentativité entre le mouvement wallon et le mouvement flamand. Oui, il y a une grande différence entre le nationalisme flamand et le nationalisme wallon et pas seulement une différence de dimension, ça c'est la face visible de l'iceberg. La vraie différence, celle qui compte vraiment, c'est l'ancrage de ce mouvement dans la société flamande. Et ça s'explique par l'histoire. En fait, le nationalisme flamand a grandi avec la Belgique et depuis ses origines jusqu'au milieu du XXe siècle et parfois même au-delà, la Belgique a été vécue en Flandre comme une structure qui opprimait les Flamands, que ce soit culturellement ou économiquement ou politiquement. Et le mouvement flamand a donc des racines profondes et vivaces et aussi une composante émotionnelle qui est très forte. On regarde de toute façon, le mouvement wallon apparaît comme nettement moins puissant. Oui, le mouvement wallon n'est venu que plus tard, essentiellement en réaction contre les risques que le mouvement flamand faisait courir à la Wallonie. Mais on vient de le voir dans ce reportage, c'est sans commune mesure. Il y a relativement peu d'indépendantistes en Wallonie, et je ne parle pas des quelques centaines de rattachistes qui, par définition, ne sont pas des indépendantistes, puisqu'ils veulent intégrer la Wallonie dans un autre pays, la France.
En fait, la plupart des nationalistes wallons aujourd'hui, eh bien, ce sont des régionalistes qui se battent pour maintenir un cadre belge qui est censé maintenir une Wallonie qui est un peu à la traîne en Europe. Mais la vraie force du mouvement flamand, c'est qu'il est partout. En politique, bien sûr, mais aussi dans le monde culturel ou dans le monde économique, comme on l'a vu il y a quelques mois encore avec la déclaration des milieux d'affaires de la Warande. Et pour se limiter à la politique des indépendantistes flamands, eh bien, il y en a dans tous les partis, plus ou moins nombreux, plus ou moins affirmés. Ce qui se passe ce soir, c'est que la majorité de la classe politique flamande, dans son ensemble, eh bien, elle sort du placard, elle fait son come-out identitaire. Merci Alain. Avant de nous rendre à Wezenbeek-Oppum dans la périphérie bruxelloise, je vous propose de revenir sur l'un des nombreux dossiers qui fâchent francophones et flamands, la scission de l'arrondissement administratif et judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Gérald Vandenberg. Ces milliers de manifestants flamands dans les rues de Halle exigent la scission de cet arrondissement électoral et judiciaire pour obliger les francophones à s'assimiler ou à partir. Les francophones ont ici des privilèges. Pas des droits, mais des privilèges. Et les privilèges sont malsains à tout système. On doit enfin comprendre qu'on est en Flandre et qu'il faut accepter la culture et la langue flamande. Les concitoyens électeurs du bourgmestre de Lennik qu'ils rencontrent sur le marché partagent apparemment ce point de vue inflexible. Si je déménage vers Hove ou Silly, je vais m'adapter, je vais parler le français. Mais ici, à Lennik, c'est le Brabant flamand, c'est une commune néerlandophone. On y parle le néerlandais. Ici, on parle le néerlandais. Et nous demandons aux personnes qui viennent habiter ici qu'ils parlent avec nous en néerlandais. À la maison, ils peuvent parler le chinois. Ou même en sanskrit, peu importe. C'est pas le problème. Sur les courses cyclistes, comme ici le Gordel, Willy de Waal et ses collègues bourgmestres flamands de la périphérie n'hésitent jamais à se montrer, en culotte courte, pour populariser leurs idées. Tous les chemins mènent à la séparation. Si je déménage de Halle vers Tubize, je ne peux plus voter pour Verhofstadt. Si quelqu'un de Tubize emménage à Halle, il peut continuer à voter pour Di Rupo. C'est de la discrimination. La Cour d'arbitrage l'a également constaté et cela doit cesser. La Constitution doit être la même pour tous et doit être appliquée de la même manière pour chaque région. L'un ne va pas sans l'autre. Si l'on ne souhaite pas scinder Halle-Vilvoorde, il ne reste plus qu'une solution, scinder le pays. Voilà, vous l'avez compris, il s'agit d'une édition très spéciale du journal télévisé. La Flandre a déclaré ce soir unilatéralement son indépendance. Vous le savez, les artistes flamands ont traditionnellement marqué leur distance avec le courant nationaliste. On écoute l'interview de la chanteuse Axel Red que Didier Verbeek vient de rencontrer lors d'une répétition. J'en reviens pas. C'est une blague ou quoi? Non, ils viennent de faire sécession et on vient d'apprendre à l'instant que la Flandre se sépare. On est déjà tellement petit, il ne reste plus rien. J'ai la frontière dans mon jardin. Et le roi? Le roi, pour le moment, il a quitté le pays. Ah oui. Ah oui, carrément. Ah oui, il doit se sentir... C'est horrible, il doit se sentir rejeté complètement. Mais pourquoi la Belgique devrait ne plus exister s'il y a quelques personnes en Flandre qui décident qu'ils veulent se séparer? D'ailleurs, ils vont bien le regretter de ne pas avoir le nom belge. Il n'y a personne qui connaît la Flandre. Axel Red qui a fait allusion, le nom Belgique est connu dans le monde entier. Ce soir, à la suite de la déclaration de l'indépendance de la Flandre, les yeux de l'étranger, plus particulièrement ceux des capitales voisines, se tournent vers Bruxelles, qui est aussi le siège principal des institutions européennes. Mais nous sommes en pleine fiction et on retrouve Marianne Claric en direct du Parlement européen, où règne, semble-t-il, Marianne, la stupeur. Marianne. Eh bien, c'est la surprise totale, stupéfaction. Voilà l'état d'esprit qui règne à la Commission et au Parlement européen. Personne ici n'avait imaginé un tel scénario de scission de la Belgique. La Belgique, pays fondateur de l'Europe, faut-il le rappeler, et personne n'y est préparé. Alors, théoriquement, la Commission européenne ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures d'un État membre, mais à coup sûr, elle va devoir examiner les conséquences de cette scission belge. Le président de la Commission vient d'ailleurs de convoquer une réunion extraordinaire
plénière des commissaires européens. Elle commence à l'instant. Alors, deux questions viennent à l'esprit. Premièrement, cette scission de la Belgique va-t-elle influencer le futur de l'Europe, qui est déjà en crise institutionnelle? Deuxièmement, Bruxelles va-t-elle perdre tout ou partie des institutions européennes qui sont sur son territoire? Je viens de rencontrer Pierre Defreyne, qui est spécialiste des questions européennes. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Écoutez-le. Pierre Defreyne, comment réagissez-vous à l'annonce de cette sécession flamande? C'est navrant, mais pas vraiment surprenant. Vous n'êtes pas surpris? Non, dans la mesure où la Belgique fédérale n'a jamais eu sa chance dans notre pays, puisque jamais on a pris la peine de mettre en place des partis fédéraux, par exemple. Et dès lors que s'est dégagée cette psychologie collective flamande, il était difficile à une Wallonie qui ne fait pas un effort suffisant de garder la distance. L'écart s'est creusé et nous assistons à cette sécession regrettable. Bruxelles comme capitale européenne, est-ce qu'elle pourrait être menacée? Si Bruxelles devient un enjeu d'une division entre les Flamands et les Wallons, et qu'à cause de ça, elle n'arrive pas à assumer les fonctions d'une capitale de l'Europe, c'est évident que certains penseront à en tirer prétexte pour l'attirer, cette capitale, plus à l'est. Oui, on me signale qu'une de nos équipes vient de ramener un certain nombre d'images. Elle se rendait à Zaventem. Cette équipe était bloquée sur le ring de Bruxelles où des files de voitures sont immobilisées depuis l'annonce de l'indépendance de la Flandre. La situation est tellement inextricable que des automobilistes excédés n'hésitent pas à quitter leur voiture pour retourner à pied à leur domicile. D'autres automobilistes, valises à la main, tentent d'atteindre l'aéroport de Zaventem. En attendant, comme vous le voyez, les voitures bloquées tentent de s'extirper comme elles le peuvent de l'incroyable pagaille qui règne sur le ring. On me signale que nous allons aussi pouvoir découvrir une nouvelle déclaration qui fait suite à l'annonce de l'indépendance de la Flandre ce soir et dont on vous rend compte dans la fiction qu'on vous présente pour l'instant. Il s'agit d'Étienne Davignon, ancien commissaire européen, fin connaisseur du monde politique et des affaires. Il s'est exprimé au siège même du groupe Suez à quelques mètres du Palais Royal sur les événements qui secouent ce soir la Belgique. Étienne Davignon pressentait ces événements fictionnels. Vous allez l'entendre. Depuis le temps qu'on en parle, un jour quelque chose devait se passer. Donc, si quelqu'un se réveille en disant « je n'ai jamais pensé que ça pourrait arriver », c'est vraiment quelqu'un qui vit dans un autre monde que sur le territoire dans lequel on se trouve, d'une part. D'autre part, évidemment, c'est un geste politique extrêmement fort qui change la nature des choses, mais par rapport aux citoyens et par rapport à nos partenaires, cette entité flamande n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Flandre se trouve de facto en dehors de l'Europe? Elle se trouve non seulement en dehors de l'Europe, elle se trouve en dehors de la Belgique, elle se trouve en dehors des Nations Unies, et elle est aujourd'hui un État qui n'est reconnu par personne. En fait, on se trouve dans une situation sans violence, mais révolutionnaire. Oui, je pense qu'elle est plutôt chaotique que révolutionnaire, parce que révolutionnaire, c'est quand même des gens sur les barricades et quand même avec des éléments de violence qui ne sont pas nécessairement agréables pour qui que ce soit. Tout le monde se trouve devant une situation impossible, devant laquelle est-ce qu'il obéit à l'autorité qui, de facto, s'impose, ou est-ce qu'il obéit à l'autorité qui, de droit, est encore compétente? Et bien sûr, si vous, téléspectateurs, voulez réagir à cet événement, à cette fiction, vous pouvez donner votre avis tout au long de cette soirée en appelant, je rappelle le numéro, le 070 22 20 22. Voilà, 070 22 20 22. Je reçois aussi à l'instant les images de notre équipe qui s'est rendue à l'hôtel de ville de Wezenbeek-Oppum où le bourgmestre François Van Obroek vient de convoquer une réunion urgente de ses 5 collègues de la périphérie bruxelloise. Tous ne sont pas encore arrivés, mais voici quelques extraits du début de cette importante réunion. Voyons comment ces francophones réagissent à cette indépendance de la Flandre. Nous avons appris il y a quelques minutes la déclaration unilatérale d'indépendance de la Flandre, la rupture du pacte des Belges. Je suis sous le coup. Excuse-moi, mais je m'y attendais pas si vite en tout cas. Je peux regretter l'événement, mais je ne suis pas du tout étonné. Le mouvement flamand est en marche depuis des années et toujours dans le même sens. Donc ça me paraissait presque inscrit dans les étoiles. Même si on pouvait s'y attendre, pour moi ça reste un séisme. C'est inacceptable par rapport à une large majorité de la population dans nos communes respectives qui ne désire absolument pas ça. Donc je crois qu'on va devoir réagir de manière très ferme, très claire et très rapidement. Il faut se battre.
L'essentiel, c'est de bien rappeler que la frontière linguistique n'est pas une frontière d'État. Tout à fait. Je crois que notre solution, à court terme en tout cas, c'est un élargissement à la région bruxelloise. C'est le droit démocratique qui doit triompher sur, je dirais, un impérialisme dont nous avons subi pendant des années l'impérium et les conséquences. Les bourgmestres francophones de la périphérie, au nom du droit des populations, ne veulent donc pas, vous l'avez entendu ce soir, que l'actuelle frontière linguistique devienne une frontière d'État avec des barrières et une douane qui sépare les francophones des flamands. Isabelle Heusen et Lidvano font retrouver des images tournées cet été par une équipe de questions à la une avec le professeur de droit international Eric David, expert mondialement reconnu. Elles ont survolé à bord d'un hélicoptère cette frontière administrative qui risque, vous l'avez compris, de poser problème. Que va-t-il se passer pour la délimitation des frontières entre la Flandre et ce qui reste de la Belgique? Les frontières de l'État flamand devraient normalement suivre la frontière linguistique qui existe dans la Belgique entre la Flandre d'une part, la Wallonie et Bruxelles d'autre part. Or, cette décision est évidemment contestable. Alors, la question a été très discutée, notamment au moment de la Yougoslavie, de la communauté européenne, à la suite d'une mauvaise lecture de la jurisprudence internationale, a considéré que les nouvelles entités yougoslaves devaient conserver les frontières héritées des anciennes délimitations. Et le coût de cette affaire, eh bien, c'est 200 000 victimes. 200 000 morts à cause de cette radicalisation des positions de part et d'autre. Les francophones vont donc plaider pour une continuité territoriale entre Bruxelles, sa périphérie et la Wallonie. Ils réclameront une consultation des habitants de ces zones frontières pour savoir dans quel état ils veulent vivre. L'une des raisons de ce divorce belge peut donc s'expliquer de différentes façons. Il y a l'emploi des langues et le fait que les francophones et flamands se comprennent de plus en plus difficilement. On va mieux comprendre justement ces difficultés de dialoguer avec un reportage réalisé au service d'urgence autour de Bruxelles, un reportage de Philippe Dutilleul. Les parents de cette jeune femme habitaient en pleine campagne à Herne, en Brabant flamand, aux confins du Hainaut, du Brabant wallon et de Bruxelles. Là où réside aussi le député flamand Marc de Mesmaeker, qui en a fait un combat politique. En juillet 2004, une hémorragie cérébrale terrasse la maman de Wendy à son domicile. Elle en mourra. Mon père avait donc donné la Philippe Schouterstraat, mais apparemment la téléphoniste avait mal compris le nom. Et finalement, ils sont arrivés que 45 minutes après l'appel. Et combien de temps pour ce trajet normalement? De Tubize à ici, 12 minutes. Mais on ne peut pas avoir un SMUR à tous les coins de rue, donc c'est vrai que c'est le temps le plus rapide, doit être le plus rapide possible. Mais il y a parfois des distances à parcourir. Est-ce qu'il parlait néerlandais? Pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Avec les intervenants, on n'a pas de problème linguistique et normalement, si une personne est inconsciente, le problème linguistique ne se pose pas. 4 mois plus tard, son père est victime à son tour d'un malaise cardiaque. Il veut éviter d'être pris en charge par Tubize. Son transport vers Gramont prendra plus de temps. Il décédera 4 jours plus tard. Tubize a un service de SMUR, un SMUR complet. Halle n'en possède pas. Toute la périphérie flamande n'a qu'un SMUR néerlandophone et c'est celui de Jet, l'hôpital de la VUB. Pour le reste, nous sommes dépendants de la Wallonie et de Tubize, où la situation linguistique est également très mauvaise. Il y a des politiciens flamands qui sont intervenus pour protester contre le fait justement qu'ici on ne soit pas bilingue et qu'on dessert des zones flamandes. Oui, mais ce que je répondrai à ça, c'est que pendant que, si on veut pinailler là-dessus, parce que j'appelle ça pinailler, pendant que le SMUR wallon va sauver un flamand, il n'est plus là pour sauver un wallon. Alain Gerlache, ce reportage illustrait bien, c'est le moins que l'on puisse dire, le conflit linguistique qui dure depuis longtemps entre les deux communautés. Oui, mais il faut faire la part des choses. Il y a évidemment à la marge des problèmes d'incompréhension qui sont liés à la différence des langues. Et cela peut en effet avoir des conséquences absolument dramatiques, comme on l'a vu
ou aussi, comme il s'est passé il y a quelques années lors de cet accident de train à Pécro, où les agents de la SNCB de Wavre et de Leuven ne s'étaient pas compris. Mais globalement, et contrairement à une idée assez tenace, il n'y a pas ou plus beaucoup de véritables problèmes linguistiques en Belgique. Les problèmes des communes à facilité autour de Bruxelles sont davantage liés à des questions sociales et des rapports de pouvoir. La langue, c'est d'une certaine façon une sorte de prétexte ou un symbole. Les véritables tensions aujourd'hui, ce sont des questions comme le différentiel de prospérité entre les régions, la vision du rôle de l'État dans l'économie et bien sûr aussi les différences culturelles et de mentalité. Mais ce genre de différences régionales, il ne faut pas se voiler la face, ça existe partout, ça ne conduit pas nécessairement à l'explosion ou à l'implosion d'un pays. Oui, c'est juste, mais ce qui est particulier en Belgique, c'est le poids de l'histoire qui a créé une dynamique flamande qui ne peut plus s'arrêter. Le face-à-face entre deux entités distinctes, plus ou moins équivalentes. Il y a aussi la perception que l'un des deux vit au crochet de l'autre, ce sont les fameux transferts. Et puis ces derniers temps, mais ce n'est qu'un déclencheur, la détérioration de l'image de la Wallonie en Flandre. Pour beaucoup de Flamands, la Wallonie ressemble davantage à une ex-république soviétique corrompue qu'à un État démocratique européen. Merci Alain. Même si c'est une fiction, la tension est-elle palpable en périphérie bruxelloise? Est-elle également ailleurs dans le pays, sur la frontière linguistique? Thierry Lebock se trouve aujourd'hui à Flobecq dans le Hainaut, justement pour évoquer le conflit communautaire. Nous venons à l'instant même de recevoir son reportage. Ces images datent de mars 72. Les Flamingants contestaient déjà le régime des facilités et le fait que Flobecq ait été rattaché à la Wallonie et non à la Flandre. Nous étions il y a 2 heures au commissariat de cette commune à facilité, au moment où l'incroyable nouvelle est tombée. Dis, regarde, la fax qui vient de tomber du fédéral, c'est la fin de la Belgique. Non, écoute, je plaisante pas, regarde. Et on nous demande d'aller contrôler la frontière linguistique. Merde. On nous demande de faire quelque chose de particulier? Oui, on doit contrôler la frontière linguistique. Oui, commissaire, bonsoir. Dites, on vient de recevoir un fax du fédéral nous annonçant la fin de la Belgique et on nous demande de faire des patrouilles sur la frontière linguistique. Vous êtes au courant, c'est pas un canular? Non, vous confirmez. Ouais, ok. Dites, on va quand même pas mettre les gilets pare-balles, ils vont pas nous tirer dessus quand même. La Belgique, allez. Est-ce que je peux encore porter mon gilet? C'est un bilingue. Il fait calme, rien de particulier. Non, rien du tout. Donc, quelle est la mission maintenant? On reste sur la frontière linguistique et on patrouille. Ok, ça va. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Je sais pas, je vois rien qui bouge. Et puis de nouvelles informations nous parviennent à l'instant du Parlement flamand. Je rappelle à celles et à ceux qui prennent cette émission très spéciale En Marche, cette fiction, que la Flandre a déclaré son indépendance il y a 1 heure à peine. Christophe de Borsu, vous êtes donc au Parlement flamand. Que se passe-t-il pour l'instant? Eh bien, de l'ambiance ici, des indépendantistes flamands très contents. Ce n'est pas, cela dit, massif. Ils sont encore une poignée pour l'instant, mais il en arrive en permanence un peu plus. Alors, ce qu'on nous dit de l'intérieur du Parlement flamand, où on ne peut toujours pas pénétrer, c'est qu'il semble que la Constitution flamande fera l'objet d'un référendum dans les prochaines semaines. Ce serait donc un référendum quelque part ordonné par l'Union européenne. Par ailleurs, autre référendum, un référendum sur la forme du nouvel État flamand. Sera-ce une république, sera-ce une monarchie? Les Flamands pourront s'exprimer là-dessus. Il semble qu'en attendant ce référendum, la princesse Astrid serait pressentie pour monter sur le trône de Flandre. On attend sa réponse. Dernier référendum sur la capitale de ce nouvel État flamand. Et là, on parle pour l'instant d'une capitale provisoire qui serait Malines. Cela voudrait dire en clair que les Bruxellois ne seraient pas, pour l'instant, en tout cas que Bruxelles ne deviendrait pas la capitale de la Flandre.
la convention cadre du Conseil de l'Europe sur les droits des minorités serait également adoptée par le Parlement flamand. Cela veut donc dire que les droits des francophones qui habitent en Flandre seraient préservés. Alors je vous le disais donc, Bruxelles, pas capitale de la Flandre dans l'immédiat. Que dit-on du statut de Bruxelles alors dans cet État flamand? Eh bien, je vous propose d'écouter Jean-Marie De Decker, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. C'est une interview qui a été réalisée il y a une petite heure au Sénat, à quelques mètres d'ici. Jean-Marie De Decker, donc. Soit nous devons octroyer un référendum aux Bruxellois, soit nous promettons une sorte de Bruxelles d'ici, une sorte de Washington d'ici, un État sans appartenance, qui n'appartient pas à l'État flamand, mais existe comme un État en tant que tel. Nous devons absolument conserver Bruxelles comme capitale de l'Europe. La Wallonie ainsi que la Flandre n'en sortiront pas grandis, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi social. Mais nous devons aussi donner une chance aux Bruxellois, car nous sommes de véritables démocrates. Ce sont les Bruxellois qui exprimeront leur choix, par référendum. Autre réaction, cette fois d'un membre de l'extrême droite flamande, le Vlaams Belang, qui quelque part aujourd'hui réalise son rêve, puisque vous savez, le Vlaams Belang veut cette indépendance de la Flandre. Voici donc Philippe de Winter, il y a quelques minutes, c'est le premier parlementaire flamand qui réagit. Eh bien, je pense que Bruxelles doit rester la capitale de la Flandre. J'espère que nous allons pouvoir trouver un accord là-dessus avec la Wallonie. Mais pour nous, il est clair que lorsque le Vlaams Belang déclare son indépendance, cela signifie que Bruxelles doit être la capitale de la Flandre et de l'Europe, avec des facilités pour les francophones. Et je pense que les francophones vont choisir notre côté parce que les francophones de Bruxelles ne sont pas des Wallons, ce sont des Flamands qui parlent le français. Ils choisiront le côté de leurs intérêts financiers, le côté de la Flandre qui leur offrira toutes ces possibilités et facilités. Voilà, on retrouve en direct Franck Istas au pied de l'Atomium, un lieu symbolique de la Belgique unie. On y parle en général peu politique, mais Franck, dans cette soirée un peu folle qui fait suite à la déclaration d'indépendance de la Flandre, vous possédez des images et des informations inédites à propos de l'Atomium, Franck. Bien oui François, je me trouve devant l'Atomium qui a été rénové récemment et c'est ici que le gouvernement bruxellois a décidé de se réfugier un peu comme pour marquer son attachement à la Belgique. Nous sommes en mesure de vous révéler ce soir que c'est dans la 10e boule de l'Atomium, un lieu totalement secret, que s'est réuni le gouvernement bruxellois. Alors cette 10e boule de l'Atomium a été construite pendant la rénovation, elle a été construite sous terre et elle est reliée au centre de Bruxelles par toute une série de tunnels souterrains et c'est ces tunnels que les ministres bruxellois ont empruntés pour venir se réunir ici. Alors évidemment, le mutisme est complet, tout le monde se tait un peu comme partout ailleurs. Mais on peut dire que Bruxelles et le gouvernement bruxellois se trouvent maintenant devant trois possibilités. Premièrement, ils pourraient construire une nouvelle Belgique avec la Wallonie et ça, bien sûr, ça a la faveur de pas mal de politiques. Deuxièmement, ils pourraient accepter les propositions flamandes, mais ça, en l'état actuel des choses, c'est fort peu probable. Et enfin, Bruxelles pourrait décider d'y aller seule et de renforcer son rôle de pôle international, quitte à discuter avec l'Europe et encore avec les Wallons et les Flamands afin de voir comment on va organiser la future coopération. Alors, malgré le silence et malgré le mutisme ambiant, Charles Piquet et Guy Van Engel ont accepté de quitter leur réunion pour nous dire quelques mots. Vous allez l'entendre, ils vont tenter de jouer les modérateurs. La Flandre vient de faire, mes collègues néerlandophones, de faire une erreur monumentale. Il y a un tout grand problème là. Ils se sont pas rendus compte que ce qu'ils sont en train de faire va leur couper de Bruxelles. Et donc Bruxelles est d'une importance capitale pour la Flandre, tout comme pour la Wallonie d'ailleurs. Et donc nous avons tout intérêt à calmer le jeu. Nos amis politiques du Nord ont perdu le Nord et doivent retourner à la raison. Et je suis tout à fait disposé à me lancer dans une action qui permette de les convaincre de faire marche arrière. Il faut que quelques voix s'expriment pour dire bon, on va retrouver notre sérénité, on va se parler, on est dans un stade, c'est vrai, très avancé de la tension, on est face à des gesticulations et des postures peut-être un peu agressives verbalement, mais il y a un moment de tension qu'on va pouvoir surmonter. Tout le monde va perdre dans un scénario de fracture. Et je voudrais tout de suite dire que nous avons, nous, comme première préoccupation, comme responsables politiques francophones, d'assurer la continuité de l'État. La
continuité du service public, c'est-à-dire pour la population avoir tous les services assumés, notamment sur le plan de la garantie des paiements des pensions, des allocations sociales, de tout ce qui permet aux citoyens d'avoir une reconnaissance par rapport au service public. Et donc cet engagement, nous allons le prendre. Justement, à propos d'Olivier Minguin, le président du FDF vient de se rendre à l'Atomium pour se concerter avec le gouvernement bruxellois. Et puis notre conséquence logique de la déclaration d'indépendance unilatérale de la Flandre, elle se retrouve d'office et pour quelque temps dehors de l'Union européenne. Cette déclaration d'indépendance perturbe aussi le transport aérien. Bernard Sauvenier vient nous faire parvenir ces images d'ambiance réalisées il y a une demi-heure à Liège Airport qui ce soir tourne à plein rendement. Liège approche, bonjour. Bravo, bravo, bravo 43. En descente vers le niveau 50, en route vers Lima Golf Echo, nous avons l'info Oscar. Bravo, bravo, bravo 43, Liège, bonjour. Maintenez le niveau de vol 50 vers Lima Golf Echo. Vous confirmez que votre destination était bien Bruxelles? Bravo, bravo, bravo 43, c'est correct. Mais vu la décision politique flamande, nous préférons ne pas déposer nos passagers à Zaventem pour éviter les problèmes d'immigration. Bravo, bravo, bravo 43, bien compris. Vecteur pour une approche à l'est en piste 23 gauche, descendez à 3000 pieds, QNH 1020, unité 020. Roger, bravo, bravo, bravo 43, 3000 pieds sur 1020. Il faut donc ce soir un passeport pour entrer en Flandre. Conséquence, la plupart des avions sont détournés de Zaventem vers Liège-Bierzet, Charleroi, Lille-Lesquin et aussi Düsseldorf. Et bien sûr, si vous, téléspectateurs, voulez réagir à cet événement, vous pouvez donner votre avis. Cet événement, c'est l'indépendance de la Flandre. Il s'agit bien sûr d'une fiction, mais vous pouvez réagir à cette soirée en appelant le 070 22 20 22 070 22 20 22. Vous l'avez aussi compris, l'information se fait en direct. Nous allons rejoindre à nouveau dans quelques instants au Parlement wallon Daniel Welter. Mais avant ça, revenons sur les causes du divorce belge. On parle du retard économique wallon. Certains diront à ce propos qu'il s'agit de fantasmes et de stéréotypes. Pour y voir plus clair, on va découvrir ce reportage réalisé il y a quelques mois à Moucron avec deux patrons, l'un flamand, l'autre wallon. Julie Morel. Beaucoup d'industriels flamands ont choisi de s'installer en Wallonie. Plus d'espace, terrain moins cher, subside à l'investissement. Koen Willems a quitté Roulers il y a 5 ans pour rejoindre un zoning industriel de Moucron où il travaille avec 20 ouvriers flamands et 15 Français. Pour le moment, on a une seule personne, féminin encore, qui est au bureau ici depuis 2 mois maintenant. Et ça, c'est un Wallon. Elle vient de Moucron, mais pour le reste, personne. Koen Willems travaille pour le secteur du froid et de la construction. Parmi ses clients, le Namurois Yves Coiman, qui rencontre les mêmes difficultés à recruter du personnel wallon. Regarde une fois, comme c'est bien mis dedans. S'ils sont chefs de famille, ils vont toucher plus de 1000 € au chômage. Et s'ils prestent 20 heures semaine, ils se font payer 15 € en noir de l'heure. Ils prestent 20 heures semaine, ben fais leur compte. Ça ne les intéresse pas de venir travailler pour 10 000 francs ou 15 000 francs. Plus ce qu'ils épargnent du fait qu'ils n'ont pas la deuxième voiture, qu'ils n'ont pas de personnes qui doivent garder les enfants le soir. À l'heure de passer à table, retour en Flandre. Chaque fois que je passe la frontière linguistique, je vois qu'on construit partout côté néerlandophone et qu'en Wallonie, bon, à part des gros chantiers comme l'aéroport de Bierzet, je pense, le flamand, le néerlandophone est moins difficile, plus travailleur. Le wallon, on a une très très mauvaise mentalité. C'est un socialiste, lui il est plus socialiste que les socialistes. Cela dit, Koen Willems a décidé de faire bâtir à Moucron et de s'y installer. Toute la rue ici appartient ou appartenait à une société de construction qui est de nouveau flamand. Et tous les entrepreneurs, même en sous-traitance, très étrange, de nouveau, tous des flamands. De nombreux Wallons et Bruxellois se demandent ce soir ce que va devenir la sécurité sociale, les allocations familiales, les pensions, les allocations de chômage. Pas le temps d'aborder bien sûr tous les secteurs de la Sécu vu l'actualité très chargée ce soir, mais voici quand même un bref aperçu du problème dans le secteur des soins de santé avec Bernard Sauvenier, Marc Bouvier.
L'indépendance flamande fera fondre la sécurité sociale wallonne. La raison est simple, les Wallons dépensent 33% du budget belge de la sécurité sociale. Jusqu'ici, rien d'anormal, ils représentent 33% de la population du pays. Mais voilà, les cotisations des travailleurs wallons ne constituent que 26% des recettes de la Sécu. Quand on consomme 33% du budget et qu'on n'en finance que 26%, il y a un problème et de grosses conséquences. Sans l'argent flamand, les prestations sociales diminueront de 20% en Wallonie indépendante. Résultat, les meilleurs médecins pourraient quitter la Wallonie pour s'établir en Flandre ou en France, où les salaires sont meilleurs. Les patients wallons aisés iront se faire soigner à l'étranger, mais les autres, la majorité, devront se contenter des hôpitaux wallons aux moyens limités en personnel et en matériel. La Flandre indépendante pourrait toutefois continuer à financer la sécurité sociale wallonne malgré l'indépendance. Le but, amadouer les Wallons et les inciter à accepter les conséquences de la partition du pays. Dans ce cas, la fonte de la sécurité sociale serait moins grave que prévu en Wallonie. Voilà, et après un petit problème technique, nous avons pu à nouveau établir la liaison avec le Parlement wallon. On connaît l'expression, l'occasion fait le larron. Daniel Velter, la Wallonie semble obligée ce soir de résorber justement son retard sur une Flandre actuellement en meilleure santé économique. Écoutez François, ici à Namur, il n'y a toujours rien de neuf, si ce n'est, et vous devez sans doute le voir, 2 MP derrière moi qui montent la garde, on ne sait jamais. Pour le reste, nous avons seulement quelques infos de la Hulpe. Je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement de la communauté française et de la région wallonne devait s'y réunir pour décider de quoi faire à présent tout seul. Alors on le sait, eh bien, la Wallonie vit au-dessus de ses moyens, ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts. Plus qu'un plan Marshall, il faudra un plan Marshall bis, il faudra même des sacrifices. Alors on parle notamment de bloquer les salaires, de limiter les allocations de chômage, on parle aussi d'économies plus structurelles. C'est ainsi que les provinces passeraient à la trappe et l'argent ainsi récupéré serait directement injecté dans l'économie. Alors par ailleurs, toujours selon les informations qui nous parviennent ici, il y aurait de grands projets qui seraient actuellement discutés sur la table à la Hulpe. C'est notamment la création d'un immense aéropôle à 4 têtes. Il y aurait bien sûr Charleroi, Bierzet, Beauvechin, Chièvre, et tout cela pour concurrencer véritablement l'aéroport de Zaventem qui, on le sait, se situe en Flandre. Alors, je vous le disais, ici à Namur, il ne se passe pas grand-chose, sauf ces MP qui montent à garde et José Appart qui a réuni ici tout près son bureau en fait pour décider de la suite des événements. Ceci dit, il se dit relativement serein sur l'avenir wallon. Je suis vraiment un homme serein. Mon regret peut-être, c'est que nous ne l'ayons pas décidé nous-mêmes. Nous réagissons par rapport à une décision flamande, mais on s'y était préparé. La région wallonne, l'institution wallonne, c'est un projet de société humaine. On doit être bien chez nous, on doit mettre l'homme en avant. L'humain est important, on doit faire de la politique pour les gens, on doit faire une société en faveur des gens. Ici, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'affrontement. Ils sont partis. On ne va pas pleurer sur ceux qui partent. Voilà, c'était donc José Appart. Mais j'apprends à l'instant que les présidents des partis francophones lanceraient dans les heures qui viennent un appel pour la constitution d'une Belgique résiduelle, c'est-à-dire en fait formée de la seule Wallonie et de Bruxelles. C'est la position en tout cas d'un groupe d'universitaires qui s'appelle Choisir l'avenir. Ils plaident depuis 10 ans pour qu'on se prépare justement chez nous, au sud du pays, au jour où les Flamands se déclarent indépendants, ce qui est donc fait ce soir. Alors Alain Gerlache, est-ce que cette indépendance de la Flandre peut être à l'origine de réactions en chaîne, de ce qu'on appelle des effets dominos? Oui, on touche là à la grande crainte de tous ceux qui s'opposent à la séparation, à la division des pays, dirais-je pour de bonnes raisons. C'est qu'on déclenche un processus de réaction en chaîne. Un processus que l'on a vu à l'œuvre, par exemple, en ex-Yougoslavie. Le Monténégro vient finalement de se séparer de la Serbie 15 ans après l'amorce de la dislocation du pays. Et le même phénomène se poursuit en Russie, par exemple, et dans les nouvelles républiques indépendantes, comme par exemple la Géorgie, qui doit faire face à deux dissidences séparatistes. Un ministre canadien me disait un jour que des pays très instables, ou alors qui ont vécu sous la terreur communiste, se séparent, c'est compréhensible, et on peut encore contrôler le phénomène et ses conséquences. Mais le jour où de vieux pays démocratiques, comme le Canada ou la Belgique, se sépareront, eh bien, on enverra un signal catastrophique à tous les pays vraiment multiethniques.
Et l'on ne comptera plus le nombre des victimes des guerres civiles que l'on aura non pas déclenchées, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas symboliquement banalisées, voire légitimées, parce qu'un verrou aura sauté, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrêtera. Évidemment, merci Alain. Après Étienne d'Avignon, un autre patron de choc a réagi rapidement à l'indépendance unilatérale de la Flandre. Il s'agit de Philippe Botson. Il tient des propos plutôt mobilisateurs. Une de nos équipes vient d'ailleurs de l'interviewer. L'Europe continuera à exister, et est-ce que la Wallonie, dans l'Europe, peut se débrouiller? Elle devra se débrouiller. Qu'est-ce qui va se passer en Flandre? On va arrêter le nucléaire? On va donc devoir importer de l'électricité, en plus du gaz et du pétrole, la dépendance totale sur le plan énergétique. Nous allons nous faire un plaisir de leur fournir de l'électricité. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'eau? L'eau, on fournit des quantités astronomiques d'eau pour justement abreuver la Flandre. Eh bien, nous allons probablement aussi augmenter le prix de l'eau, et de manière substantielle, puisque aujourd'hui, ça se fait dans le cadre de contrats passés et historiques. Notre natalité n'est pas suffisante, mais elle est loin d'être aussi insuffisante que la natalité en Flandre. Les Flamands vont avoir un formidable problème de pension. Et là, on a une bombe à retardement au niveau flamand. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on prenne une décision de ce type. Elle me choque, elle me fâche, et je pense qu'elle est le résultat d'une réaction assez finalement hypocrite, d'une réaction assez égoïste. Et ça, je ne crois pas que la Flandre soit égoïste. Je crois que peut-être certains de ses dirigeants le sont, mais pas la Flandre. Je vous le disais, il y a quelques instants, les présidents des partis francophones lanceraient dans les heures qui viennent un appel pour la constitution d'une Belgique résiduelle, c'est-à-dire, je vous le répète, formée de la seule Wallonie et de Bruxelles. C'est en tout cas la position d'un groupe d'universitaires qui s'appelle Choisir l'avenir. Ils plaident depuis 10 ans pour qu'on se prépare au sud du pays, au jour justement où les Flamands se déclarent indépendants. Ce qui est donc fait ce soir. Reportage. Le 30 octobre dernier, Bernard Remich porte le message suivant au bureau du FDF. Les francophones doivent cesser de jouer les cigales face aux fourmis flamandes. Nous sommes dans un processus où il y a, à mon sens, aujourd'hui, plus de chances de voir la Flandre sortir de la Belgique que d'y rester. Quand je dis plus de chances, je ne sais pas quantifier ça, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas farfelue. La population, on a mis dans l'image, dans l'opinion publique, l'image d'une Flandre forte qui pourrait s'en sortir sans les francophones. Et donc on a, si vous voulez, préconditionné les francophones à accepter cet état de fait et à générer la peur dans l'opinion publique. Je crois qu'en effet, ils ont une préoccupation qui est à ce point narcissique. Ils sont tellement convaincus de leur prospérité par eux-mêmes et par leur seule volonté qu'ils sont capables de franchir le Rubicon. Mais nous, en tout cas, le pire danger serait de dire on va s'isoler et on va rompre les liens avec la Wallonie pour assurer notre devenir de Bruxellois dans un schéma qui nous échappera, parce que nous ne serons plus alors maîtres de la situation. Penser qu'elles n'auront pas lieu, ça. Personne ici ne veut d'un statut spécial pour Bruxelles, style Washington DC. Les francophones doivent se préparer à une négociation difficile avec les Flamands. Tous les dossiers seront mis sur la table, y compris les fameux transferts financiers Nord-Sud. Dans le passé, il y a des enveloppes qui ont été utilisées parfois massivement pour de lourds investissements en Flandre. Je pense à l'aéroport, bien entendu, dont les Bruxellois subissent les inconvénients, mais il y a Zeebrugge, il y a la SNCB. Ce sont des investissements lourds. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire aujourd'hui on efface tout, on met les compteurs à zéro. C'est en demandant et en mendiant à la Flandre de l'argent qu'on changera l'avenir de la Wallonie et de Bruxelles. Je trouve que cette attitude de dire on maintient une Belgique parce que j'ai besoin de l'argent des Flamands est assez minable. Ayons un projet commun Wallonie-Bruxelles pour l'avenir. Quel que soit cet avenir, nous devons construire ce projet. Dans la Belgique s'il se peut, en dehors s'il le faut. Vu l'enjeu de cette émission de fiction, il y aura donc après cette émission spéciale un débat et vous pouvez déjà faire part de vos réactions mais aussi de vos questions. Vous faites le 070 22 22 24 et bien vous faites part là de vos réflexions. Il faudra quand même bien s'y habituer. Toute une série de signes extérieurs attribués à la Belgique vont changer comme des timbres-poste par exemple. La rumeur de l'indépendance de la Flandre qui circulait déjà en fin d'après-midi nous a conduit chez Wim Skamp. C'est un publicitaire très connu en Flandre pour ses sympathies nationalistes et ses campagnes électorales. Au moment où il l'a rencontré, Bruno Clément ne savait pas encore qu'il fallait prendre au sérieux ses propos.
Branle-bas de combat dans l'agence publicitaire de Wimskamp, chargée par le gouvernement flamand de rechercher dans l'urgence les signes extérieurs de la Flandre indépendante. Ce soir, champagne. Yes. Ce soir, l'indépendance est proclamée. Demain, nous nous réveillons dans un autre pays. Ouais. Ce sera un royaume ou une république. Et donc, il y a eu un contact avec Laken. Il demande à la princesse Astrid de devenir la reine de Flandre aussi longtemps que le royaume existera. Et voilà, on a déjà conçu un timbre qui partira demain à l'impression. Tu vois, elle hésite encore. Si ce n'est pas possible, il faudra se reporter sur des symboles. Une représentation célèbre, oui. Ou une représentation célèbre. Regardez, voici une référence pour tous. Le repas de noces de Bruegel. La Flandre gastronomique. Avec le petit bonhomme qui fait... Oui, la Flandre gastronomique. La police. Voilà les bagnoles, ces fameuses bagnoles Adidas avec les 3 rayures. Ouais, c'est fini, hein. En d'autres mots, voici la proposition. Jolie, hein, la petite bagnole? Charmant. Donc à partir de demain, il faudra faire imprimer aussi la monnaie, car nous sommes en dehors de l'Union européenne. Donc plus d'euros. Non, plus d'euros pour l'instant. Voilà, le V de Vlaanderen, on en revient au franc. Enfin, de l'aligner sur le cours de l'euro, c'est logique. Mais ce n'est pas pour la Banque nationale, nom de Dieu, qui doit faire l'impression. Mais cette monnaie doit être imprimée. Enfin bon, t'en prends note? Grand problème, la Banque nationale. Un grand problème. Mais cette monnaie doit exister. Wimskamp et son équipe ont planché sur d'autres propositions de signalétique pour une Flandre indépendante qu'ils souhaitent ouverte, tolérante et en bons termes avec le voisin wallon. Vous voyez ici une campagne que j'ai réalisée. Vlaanderen eindelijk vooraanstaand natie, mais aussi la Wallonie enfin nation privilégiée. Ce qui veut dire que nous devons entretenir les meilleurs rapports possibles avec ce qui reste de l'ancienne Belgique, et cela sous la forme de nation privilégiée, comme nous connaissons dans la diplomatie. Autre réaction à l'indépendance de la Flandre, qui n'est donc une fiction, c'est celle d'un artiste belge francophone, Jean-Luc Fonck, se trouvait dans les studios de Vivacité en début de soirée. Il est interviewé par Didier Verbeek. Ah, c'est vrai alors, parce que on m'a parlé de ça il y a un quart d'heure. On m'a parlé de la séparation, moi je dis, attends, c'est pas vrai. Et donc c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que ça a posé évidemment des tas de problèmes extrêmement... Regarde, le football par exemple. Déjà qu'avec tout le pays, on a une équipe, comme ça, que si on doit faire 2 équipes, enfin 3 équipes. Et le roi, qu'est-ce qu'on va faire avec le roi? Laken, c'est en Flandre, ça? Bruxelles. Aïe. Parce que si on a un roi qu'à Bruxelles, et en Flandre et en Wallonie, ça va être spécial, ça. On va devenir Monaco. Un petit Monaco à Bruxelles. Les Bruxelliens, ça serait bien quand même. Il faut quand même trouver... On n'a qu'à faire un circuit de voitures à l'intérieur. Boulevard Hanspach, là, tu vois. Boulevard Hanspach, tu tournes, puis tu arrives là, derrière la bourse, rue du Midi, crac, à 8 comme ça. Non, je suis désespéré quand même. Attends, que la mer du Nord devienne la côte flamande. On peut peut-être rappeler les côtes belges. Côte flamande. Et en France, ils vont encore moins comprendre quand tu iras jouer là-bas. Oui, mais bon, on n'est plus à ça près. Honnêtement, ça, si c'est pour qu'on se demande si les Français vont moins comprendre ou plus comprendre, ils ne comprennent rien. Donc ils ne peuvent pas moins comprendre que rien. Donc c'est pas tellement par rapport à l'étranger, c'est surtout par rapport à nous, quoi. Donc c'est triste. Peut-être encore temps de se révolter. Je vous propose d'entendre une nouvelle déclaration. Nous nous rendons immédiatement au siège de la présidence du gouvernement germanophone à Eupen, où Karl-Heinz Lamberts s'apprête à faire une déclaration plus ou moins officielle. C'est la première réaction ce soir d'un président de gouvernement communautaire. Nous venons de vivre des moments historiques, des événements très graves. La Belgique n'existe plus. Il faut donc réfléchir à notre sort de demain. L'histoire nous apprend que nous avons des enseignements à tirer du passé. Il faut donc réfléchir à tête reposée. Il faut surtout rester calme et examiner chacune des options qui s'ouvrent à nous.
Et ce sera à la population par référendum de se prononcer en fin de course sur celle des options qui lui paraît la plus adéquate. Quelles sont ces options? Le gouvernement les a approfondies et préparées. Nous pouvons devenir un État indépendant, un micro-État comme il y en a d'autres à travers le monde. Nous pouvons aussi demander l'adhésion à un autre État comme la République fédérale d'Allemagne ou le Grand-Duché du Luxembourg, qui doivent évidemment être d'accord pour nous accueillir. Nous pouvons aussi rester ensemble avec la Wallonie, en approfondissant en son sein notre statut d'autonomie. Voilà plusieurs options. Il faut être précis, négocier et voir laquelle est la meilleure pour le devenir des germanophones de ce qui jadis s'appelait la Belgique. Et après l'annonce de cette déclaration de l'indépendance de la Flandre, les informations se succèdent. On retrouve en direct Pascal Bourgault au siège de l'OTAN à Evere, où une réunion extraordinaire vient de débuter. Vous confirmez cette information, Pascal ? Alors oui, absolument, François. Je peux vous dire qu'ici, la situation est extrêmement tendue. Nous avons vu entrer à la sauvette le ministre de la Défense nationale, André Flau, qui a refusé de faire quelque déclaration que ce soit. Les alliés de l'OTAN sont extrêmement inquiets de la décision du Parlement flamand. Le message de l'OTAN est clair. Pas de balkanisation au sein de l'Europe, pas de déstabilisation. Je vous rappelle que l'OTAN a l'expérience de ce genre de situation puisque les troupes de l'OTAN sont toujours stationnées en ex-Yougoslavie. Et puis, si une période d'instabilité devait se prolonger en territoire belge, eh bien, il n'est pas garanti que le siège de l'OTAN reste à Bruxelles. Je vous rappelle que plusieurs capitales de l'Europe de l'Est se sont déjà portées candidates pour accueillir le siège de l'OTAN. Voici tout ce que je peux vous dire ce soir, depuis le siège de l'OTAN à Bruxelles, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'issue de cette réunion extraordinaire. Pascal, on ne quitte pas les préoccupations étrangères avec un invité en direct depuis Washington. Il s'agit du professeur Noukin. Il est le spécialiste international en fait des questions de divorce, y compris sur le plan politique. Alors bonsoir professeur, à quelles conditions selon vous le divorce belge qui paraît ce soir consommé peut-il bien se dérouler? Comme dans chaque divorce, le mari et la femme vivent de très fortes émotions. Il y a de la déception, de la colère et même de l'hostilité. Je pense que ce qui est crucial, c'est la manière de négocier les modalités du divorce. Il faut que le couple dialogue afin qu'il puisse collaborer. Il y aura évidemment de nombreuses questions à résoudre. Mais pour le bien de l'enfant, Bruxelles en l'occurrence, et pour le futur bien-être des deux époux, il est important qu'ils travaillent ensemble, pas uniquement pour exprimer leur hostilité et leur colère, ce qui rendrait ce mariage très destructeur et le divorce très onéreux. Merci Monsieur Noukin. Je rappelle que vous êtes un véritable spécialiste du dialogue d'État-État. Monsieur Noukin est intervenu entre autres comme médiateur dans d'importants conflits internationaux tant politiques qu'économiques. Dorénavant, les ex-partenaires belges, c'est-à-dire les Wallons, les Bruxellois d'un côté, les Flamands de l'autre, auront bien besoin d'un état d'esprit positif pour régler l'une des pommes de discorde. Deux exemples très concrets, le partage du déficit de la dette publique et le partage des actifs, c'est-à-dire les propriétés de l'État belge. Les négociations pourraient s'éterniser. Conséquence de l'endettement de l'État belge, chaque citoyen hérite d'une dette de 25 000 € à sa naissance, qu'il conservera tout au long de sa vie. En effet, la dette de la Belgique est colossale, près de 300 milliards d'euros. Beaucoup d'économistes, comme Étienne de Calataille, estiment qu'en cas de scission, plusieurs critères objectifs peuvent être retenus pour la partager, favorables tantôt à la Wallonie, tantôt à la Flandre, selon le nombre d'habitants, la richesse produite ou la superficie du territoire, par exemple. Quelle est la région qui demande à faire sécession, qui demande de changer la donne? Si la Flandre demande de faire sécession, eh bien qu'elle accepte un partage de la dette qui, sur la base des autres critères, lui soit relativement défavorable. Ce serait en quelque sorte le prix à payer pour l'indépendance flamande. Jusqu'en 1950, les transferts financiers allaient de la Wallonie vers la Flandre. Depuis 1980, la tendance s'est inversée.
Cet argent flamand, transféré principalement vers la Wallonie, représente environ 5 milliards d'euros par an. Avec ces flux du nord vers le Sud a consommé. Le chômeur wallon a acheté des biscuits flamands. Et donc, est-ce que l'on va lui dire maintenant, oui, tu as reçu de l'argent, dès lors c'est à toi que revient la dette, sans prendre en considération qu'avec cet argent, on a fait fonctionner l'économie bruxelloise ou flamande. Il y a le partage de la dette, mais aussi celui du patrimoine de l'État belge. Opération qui ne sera pas non plus une sinécure. Lorsque l'on en vient à se séparer, on partage les dettes, on partage le patrimoine commun. Comment faire? Il y a des cas très faciles. Les arcades du cinquantenaire, il y en a 3, et bien une pour chaque région. Même s'il y en a certaines qui diront, ah oui, mais ces arcades, c'est davantage ma région qui a contribué à les financer, je veux l'arcade au milieu pour installer qui un iris, qui un coq, qui un lion. Autre partage épineux, les collections des musées fédéraux. Va-t-on distribuer à chacune des 3 régions un tiers de ce triptyque d'un primitif flamand? À quelle région va-t-on attribuer ces iguanodons de Bernissart apparus sur Terre bien avant la naissance de la Wallonie et de la Belgique? Quant aux autres trésors nationaux, dont les collections naturelles, leur répartition entre les ex-partenaires belges relève aussi du casse-tête chinois. Diviser la collection, vous n'y pensez pas, c'est un travail incroyable, il faudrait des générations pour diviser ça. Et bien sûr, si vous, téléspectateurs, voulez réagir à cet événement, vous pouvez donner votre avis tout au long de cette soirée en appelant donc le 070 22 22 24. En effet, un débat va suivre cette émission très spéciale. Une nouvelle réaction, celle d'Annie Cordy, une chanteuse qu'on ne présente plus, qui se trouvait ce soir à Bruxelles pour un enregistrement. Elle sortait de l'hôtel Métropole quand Isabelle Christian lui a appris la nouvelle de l'indépendance flamande. Annie Cordy, bonsoir. Est-ce que vous avez appris la nouvelle? La nouvelle, quelle nouvelle? La Flandre a décidé de faire sécession et il n'y a plus de Belgique. Non, c'est une blague, elle est malvenue. Non, je vous assure, c'est vrai. Donc il y a quelques heures, la Flandre a décidé de faire sécession et... C'est impossible, ça. Écoutez, la Belgique, ça veut dire quoi là? Notre devise, c'est bien l'union fait la force. Ben, l'union, c'est Flandre, le Brabant, la Wallonie. Il n'y a aucune raison qu'on nous sépare. Eh bien, pourtant, c'est ce qu'ils ont décidé. Mais ils ont décidé. Mais pourquoi pas se battre et dire non, il ne faut pas que ça soit ça. Il faut qu'on reste là. Là, la Belgique, moi je suis bruxelloise, mais quand on me demande vous êtes bruxelloise ou toi l'autre de Flandre, vous êtes des Flandres, je dis non, je suis belge. Est-ce que vous savez que ça veut dire belge, ça veut dire Flandre, Wallonie, Limbourg, le Brabant. C'est ça la Belgique, il ne faut pas perdre ça. Il ne faut surtout pas qu'on perde notre union, surtout pas. Oui, à propos de ce que dit Annie Cordy, c'est plutôt la désunion du couple belge qui est à l'ordre du jour. Marianne Carrick, qui se trouve au Parlement européen, dispose d'autres informations sur les conséquences de la sécession flamande. Marianne. Eh bien oui, les commissaires européens poursuivent leurs travaux. Ils examinent les conditions qu'ils vont imposer à la Flandre pour qu'elle rejoigne l'Union européenne. Et si la Wallonie et Bruxelles pourront continuer à représenter seule cette Belgique résiduelle. Beaucoup de questions se posent, mais ce qui est sûr, c'est que cette sécession de la Flandre va encourager les minorités linguistiques et culturelles à s'affranchir encore un peu plus des États-nations. On pense à la France avec la Corse, à l'Espagne avec la Catalogne ou le Pays Basque, ou au Royaume-Uni avec l'Écosse. J'ai à mes côtés Nelly Mas. Nelly Mas, vous êtes présidente de l'Alliance libre européenne. Vous êtes membre du parti flamand Spirit. Alors, en tant que militante nationaliste flamande, que ressentez-vous? Je suis évidemment particulièrement ravie. Vous vous rendez compte après tant d'années de patience au sein de l'État belge. Mais je veux dire que je considère également cela comme un échec pour le fédéralisme belge. Comment réagira la communauté européenne? Cela reste pour moi une énigme. Mais ils auront du mal à dire non à la Flandre alors qu'ils ont déjà accueilli les Tchèques et les Maltais. Vous êtes heureuse, mais comment vont réagir les institutions européennes? Ils ne peuvent pas faire autrement. 6 millions de Flamands ont le droit de mener leur propre chemin, d'une manière démocratique et sans hostilité. Comment les pays voisins vont réagir? Eh bien, sans doute que les Hollandais attendront l'accord des Américains, les Français s'opposeront probablement et se sentiront menacés dans leur centralisme jacobin.
Les Allemands, avec leur Länder indépendants, devront constater l'échec de notre fédéralisme face à leur propre réussite. Et puis, ils ont quand même bien reconnu tout le monde en ex-Yougoslavie. Je suis très optimiste. Nelly Mas, merci. Je me tourne vers Bernard Troan et Marie. Vous êtes député européen et catalan, alors vous êtes heureux aujourd'hui. C'est un grand jour. Enfin, la Flandre a obtenu son indépendance et je pense que ceci laisse la porte ouverte à la Catalogne, au Pays Basque et d'autres nations sans État pour qu'elles se constituent en tant que nouvelle nation libre d'Europe. Nous félicitons le peuple flamand, nous félicitons le gouvernement de la Flandre et bien sûr, nous nous sentons plein d'espoir après cette énorme victoire du peuple flamand. Vous l'avez senti ici, il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur du Parlement, c'est presque l'état de siège. On attend maintenant la sortie de cette réunion des commissaires européens qui dure et qui risque de durer longtemps. Merci Marianne pour cet éclairage dans cette fiction. Le député européen catalan n'est pas le seul ce soir à se réjouir. Je reçois ces images de scènes de manifestations de joie dans les rues de Barcelone à l'annonce de l'indépendance de la Flandre. Les manifestants ont réclamé l'autodétermination pour leur région d'Espagne en Catalogne, tandis que dans les rues de Bastia en Corse, des activistes indépendantistes se sont regroupés en cortège. Ils ont entonné des chants nationalistes corses pour réclamer aussi leur autonomie vis-à-vis de l'État français. Joie ou colère, chacun réagit ce soir avec ses tripes manifestement. C'est le cas, me dit-on, des passagers de la ligne Bruxelles-Namur stoppés en gare d'Oulart. Je rappelle qu'il y a ce soir un faux rétablissement temporaire des frontières et des contrôles douaniers. Des trains sont bloqués. Edith Vanhoff. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la SNCB demande votre attention. À partir de ce jour, la frontière linguistique constitue une frontière d'État. Il vous sera dès lors demandé de présenter une pièce d'identité, faute de quoi vous devrez descendre en gare frontière de Je n'ai pas bien compris, je ne sais pas. C'est la première fois, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tempérer ou... Je lui dis que c'est ça bonne affaire. T'as sûr ou quoi? C'est pas normal, je n'ai pas bien suivi là. Moi je ne donnerai pas le papier. En Belgique, il faut montrer son passeport pour aller de la Flandre à la Wallonie. Ah ben, la Wallonie à la Flandre. Ah oui, mais enfin, quand tu vas revenir, tu devras le monter aussi alors. J'ai pas de passeport. Ah, mais je ne sais pas moi. Ça fait 40 ans qu'on va à la mer, qu'on va en train pour aller à la mer. On ne peut plus y aller maintenant. Faudra un vaccin, faudra ci, faudra là. C'est quoi ça? Aandacht, aandacht. Hier Vlaanderen. Na het grens zal uw papieren gecontroleerd worden. Messieurs, on arrive à un nouveau poste frontière à Oulart. Est-ce que vous disposez bien tous d'une pièce d'identité, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai pas ma carte. Tu l'as pas ici, ma carte? Bah oui, bah tant pis. Nous allons quitter le train. Je trouve ça scandaleux. Nous retournons en Wallonie. Nous l'avons revenu 60 ans en arrière. Nous n'irons plus à la mer. Wielen zou van de trein moeten afstappen. Daarna zullen ze met een bus naar uw vertrekstation worden teruggebracht. Dank u wel voor uw begrip en medewerking. Frankistas nous appelle, lui, depuis l'Atomium où sont réunis les ministres bruxellois. Le gouvernement bruxellois a-t-il mis au point, Franck, sa stratégie? Frankistas. Oui, François, si la Flandre persiste ce soir dans sa volonté d'indépendance, il est fort probable que Bruxelles va prendre toute une série de mesures, des mesures qui vont sonner comme des ripostes. Et ça pourrait être, par exemple, les bus de laine qui ne pourront plus traverser Bruxelles. Ce serait une réponse directe aux bus de la STIP qui, eux, ne peuvent déjà plus aller au-delà des frontières des 19 communes bruxelloises. On a pu le voir dans une séquence précédemment. Ensuite, on pourrait également interdire aux avions le survol du territoire bruxellois. On pourrait aussi geler les avoirs fédéraux, comme tout ce qui est musée qui se trouve sur le territoire de Bruxelles. Mais tout ça, pour l'instant, ce ne sont que des bruits, des rumeurs, on n'en sait pas beaucoup plus. Certains proposent même qu'on transforme Bruxelles en véritable place bancaire, en paradis fiscal. En fait, ce qui se passe, c'est que Bruxelles veut avoir un maximum d'atouts, un maximum de belles cartes à sortir de sa manche pour aller aux négociations qui vont s'ouvrir immanquablement dans les heures et dans les jours qui viennent. Un conseil pratique, merci Franck, un conseil pratique déjà, aménagez votre téléphone car avec l'avènement d'une Flandre indépendante, les tarifs téléphoniques vont être modifiés. C'est une conséquence parmi beaucoup d'autres des événements de ce soir. Bernard Sauvenier et Marc Bouvier se sont amusés à concocter dans l'urgence une conversation téléphonique transfrontalière.
Attention, ce geste simple, anodin, va dès demain coûter plus cher. Quand vous téléphonerez de la Flandre indépendante à une personne résidant dans ce qui reste de la Belgique, vous devrez dorénavant composer le 00321 plus le préfixe de la région. Oui, salut, c'est moi. Écoute, j'arrive, j'ai fini le boulot, donc j'arrive dans quelques minutes. Ok, à tout de suite. Pour appeler quelqu'un en Flandre depuis Bruxelles ou la Wallonie, vous devrez composer le 00322. La communication sera facturée au tarif international. Dorénavant donc, ce petit appel quotidien vous coûtera, ainsi qu'aux entreprises, en moyenne 4 fois plus cher. La facture risque d'être particulièrement salée pour les gens résidant dans des zones frontalières où 2 rues se font parfois face, l'une en Flandre, l'autre en Wallonie, et qui ont l'habitude d'appeler un voisin ou un parent habitant de l'autre côté de la frontière. Enfin, complètement surréaliste, votre prochain trajet entre Bruxelles et Liège vous fera changer 5 fois de réseau, dont coûtent 5 communications internationales. Seule l'Europe pourra mettre fin à cette petite folie. On va retrouver Christophe de Borcy au Parlement flamand. Christophe, quelles sont les décisions donc concrètes prises par les Flamands depuis cette déclaration d'indépendance ce soir ? Eh bien, confirmation, François, 2 décisions donc qui viennent de nous être annoncées comme quasiment définitive. Malines sera bel et bien la capitale de la Flandre jusqu'à ce qu'un référendum confirme ou non ce choix. Ce soir à Malines, la situation est calme, vous allez le voir sur ces images, et les drapeaux flamands sont en train déjà de flotter sur la plupart des bâtiments publics de la localité qu'on va donc désormais rebaptiser Mechelen et Mechelen uniquement. Par ailleurs, la princesse Astrid montera bel et bien sur le trône de la Flandre indépendante. Là aussi, un référendum devrait confirmer ou non son statut, puisque les Flamands pourront décider si oui ou non ils veulent une monarchie ou une république. Dernière chose à dire, et c'est très important, la Flandre a décidé de faire un geste tout à fait substantiel en ce qui concerne la dette publique. Le Parlement flamand vient de décider de reprendre une partie nettement plus importante qu'il ne devrait de cette dette publique, la dette dont nous vous parlions dans un récent reportage. Christophe, je dois à peu près vous interrompre car on apprend que le prince Philippe vient d'être aperçu en compagnie de quelques responsables politiques francophones qui restent toujours très discrets ce soir. Frédéric Gersdorf, on vous retrouve, on murmure que le prince Philippe pourrait être appelé à des hautes fonctions dans les jours à venir. Il me semble qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. Oui François, il faut bien dire que ici la réalité dépasse la fiction, car tout simplement depuis le début de notre émission spéciale, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent ici. Ils sont tous là avec leur drapeau belge, ce sont pour la plupart des manifestants pro-Belgique. Alors là, ils restent bien calmes pour l'instant, car ils écoutent ce que je dis. Mais sachez que, voilà, ce n'est plus le cas maintenant, mais depuis plus d'une heure, on entend effectivement cela, à savoir donc la Brabanson qui est chantée en français, en néerlandais, peut-être en allemand dans quelques minutes, qui sait. Mais il y a véritablement de plus en plus de personnes qui arrivent. Des forces de police sont également présentes pour essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Mais ce sont vraiment des manifestants, pour la plupart sympathiques, qui discutent entre eux de l'avenir de la Belgique. Alors tous n'ont pas forcément le même avis, mais en tout cas le débat est là, et c'est un débat qui risque encore de se perdurer. Alors pour revenir à la fiction, entre guillemets, eh bien effectivement, je vous le confirme, le prince Philippe aurait été aperçu avec à ses côtés les principaux représentants des partis démocratiques francophones. Et donc, je vous le confirme, c'est en tout cas ce qui semble être dit pour l'instant, que le prince Philippe est appelé à de très hautes fonctions. Merci Frédéric, et c'est donc une fiction à laquelle vous assistez, sans guillemets. Merci, on ne signale aucune violence dans le pays, à l'exception, il fallait un peu s'y attendre, des communes à facilité de la périphérie bruxelloise, majoritairement francophones, où des manifestants flamingants tentent en ce moment de perturber l'ordre public. Les activistes flamingants exigent que ces communes à facilité demeurent dans le giron du nouvel État flamand et s'opposent donc à ce qu'elles soient rattachées à Bruxelles ou à la Wallonie. On ne signale pas de graves incidents, seulement quelques bousculades. On va faire un petit saut et même un grand saut à Paris. L'humoriste Philippe Gueluc, qui se trouvait dans un studio d'Europe 1 pour un enregistrement, a réagi bien sûr à cette information fictive sur l'indépendance de la Flandre. Oui, mais c'était attendu. On savait bien qu'on y allait. Donc, ouais, c'est quand même. Bon, mais alors on va faire le rattachement à la France. Mais on va le faire comme je le propose moi depuis longtemps, c'est-à-dire au lieu de rattacher la Wallonie à la France, on va rattacher la France à la Wallonie. Pour faire une grande république wallonne
de 60 départements et voilà, le problème est réglé. Il ne faut pas s'en faire. On m'annonce à l'instant même que notre consoeur Elisabeth Burdeau, qui se trouve à Kinshasa pour les festivités liées à la désignation de Joseph Kabila comme président élu du Congo, essaye de nous joindre justement depuis plusieurs minutes. La liaison Internet semble maintenant établie. Elisabeth Burdeau, vous avez une information qui concerne le roi et la reine, mais avant cela, comment l'indépendance de la Flandre est-elle ressentie à Kinshasa? Elisabeth Burdeau. D'abord, bonsoir François. Je dois vous dire que je suis vraiment sous le choc, moi-même, que je n'en reviens pas. La ville était en effervescence cet après-midi, parce qu'une rumeur avait couru. Et puis, il y a une demi-heure environ, les programmes de la télé, de la radio ont été brutalement interrompus. Et un porte-parole de la présidence congolaise a lu un communiqué. Et selon ce communiqué, une source digne de foi à l'ambassade de Belgique à Kinshasa affirme que le roi Albert II et la reine Paola vont atterrir en fin de nuit dans un avion de la défense nationale à l'aéroport de Djili et que la Flandre a proclamé son indépendance. Oui, Elisabeth, la surprise des Congolais semble totale. Alors je peux vous dire que la surprise des Congolais est absolument considérable. Imaginez que le roi des Belges vient chercher asile dans cet immense pays autrefois conquis par son ancêtre Léopold II. Pour eux, c'est de la politique fiction. Mais je dois vous dire aussi que cette surprise très vite s'est muée en enthousiasme. Il y a des orchestres partout dans les rues et des groupes de Congolais en liesse se dirigent vers l'aéroport. Peut-on parler d'un moment littéralement historique? Je crois vraiment que les Congolais se disent qu'ils vivent un moment doublement historique. Historique d'abord parce qu'ils ont le sentiment que c'est une revanche africaine sur l'époque coloniale, une revanche sur ces oncles belges dont ils ont été, il faut le dire, les esclaves, mais surtout parce qu'ils sentent que se tourne ici une page, la dernière peut-être, de l'histoire de leur ancienne métropole. Et tout indique qu'ils s'apprêtent à offrir au roi Albert II un havre, un refuge, pour qu'il réfléchisse à sa destinée personnelle et à celle de son pays. Et nous retournons immédiatement au centre de Bruxelles, près du Palais Royal. Frédéric Gersdorff, vous avez une information exclusive à nous révéler. Oui, effectivement, au début de cette émission spéciale, je vous annonçais donc que le roi Albert II avait quitté le pays. Alors maintenant, nous avons les raisons, effectivement, de ce départ. Effectivement, donc le Palais Royal va diffuser un communiqué dans quelques minutes. Nous venons de le recevoir en exclusivité. Alors, que signifie le Palais dans ce communiqué ? Premier élément, et c'est tout à fait étonnant, c'est que le roi aurait convoqué les partis démocratiques francophones et néerlandophones à se rendre dans un lieu très secret, à savoir la caserne militaire d'Elsenborn, que tous ceux qui ont fait leur service militaire connaissent bien. Dans ce lieu secret, très confiné, le roi aurait donné mission à ces hommes et ces femmes politiques d'essayer de trouver une solution durable au conflit communautaire en Belgique. Alors, le défi était effectivement extrêmement important. Les négociations ont duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Il semblerait qu'on était très proche d'un accord, mais hier, effectivement, on a appris que ces négociations ont échoué. Le roi, extrêmement triste de cet échec, aurait effectivement donc décidé de quitter le pays, sentant qu'il n'était plus en mesure de tenir les rênes donc du royaume. Donc il a pris cette décision extrêmement importante. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, donc vous connaissez la suite, c'est ce que nous développons comme actualité fictionnelle depuis 1h30 maintenant. Merci Frédéric. Pour que la Flandre indépendante existe, il faut qu'elle soit reconnue par des États étrangers, comme nous le déclarait en début d'émission spéciale Étienne Davignon. Il semble que 2 pays s'apprêteraient à reconnaître le nouvel État flamand, parmi eux les États-Unis. Il y a une explication à cela, révélation exclusive signée Pierre Marlet. De l'ambassade américaine à Bruxelles jusqu'au bâtiment de la Warande, club select flamand, il n'y a qu'une rue ou qu'un souterrain à parcourir. De Warande, c'est ici qu'a été conçu au début de l'année le manifeste indépendantiste de la Flandre. Ça, on le savait. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il a ensuite été porté en toute discrétion dans plusieurs ambassades étrangères. Celle des États-Unis a bénéficié d'un traitement de faveur, une façon habile pour la Flandre de se faire reconnaître le moment venu par la première puissance de la planète. Hi, Bart. How are you doing today? Come in.
Voilà un reportage donc de Pierre Marlet. Je reçois aussi à l'instant un communiqué du Front commun syndical qui indique que des arrêts de travail sont prévus demain sur l'ensemble de l'ex-territoire belge. Les syndicats protestent contre la menace sur les acquis sociaux que fait peser la déclaration d'indépendance unilatérale de la Flandre. D'autre part, Pascal Bourgault me signale que dès ce soir, les quartiers européens et l'OTAN à Bruxelles seront sécurisés. C'est donc une fiction pour éviter tout débordement intempestif et garantir leur extraterritorialité. Je vous propose maintenant un autre reportage, mais ce qui se passe dans le pays n'est pas très clair. À l'heure qu'il est, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agitation un peu partout sur les téléscripteurs aussi, du bruit. Cela ne ressemble pas tout à fait à une attaque, mais c'est très confus. Beaucoup de bruit, je le disais.